Alors, je vais commencer par les années 75-76. Michel et moi, on s'est connus au SPAC, qui voulait dire le Service Pastoral d'Action Catholique, où nous étions chacun de notre côté, on avait chacun une chambre, interne, externée, ce qui veut pas dire grand-chose, presque un oxymore. C'est-à-dire qu'on avait un statut, lui, à l'Orgaté, et moi, à Bertrand de Born, un peu particulier. On était interne, externé, c'est-à-dire que on allait en cours jusqu'à 17 heures, ensuite il y avait peut-être une heure d'études, et puis ensuite, eh bien ma foi, nous rentrions chez nous. Et on était censé manger avec les prêtres et d'autres garçons, et ensuite regagner chacun nos chambres respectives. Voilà. C'est donc dans ce contexte que j'ai connu Michel Grégoire. Ce SPAC est devenu par la suite un restaurant. Et alors, on s'est tout de suite remarqué. Ça a tout de suite fait tilt, on a tout de suite accroché. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on se prenait pas pour de la merde ni l'un ni l'autre, il faut bien dire, parce que on se foutait de la gueule d'autres pensionnaires du SPAC qu'on trouvait très con, il faut le dire, et on se gênait pas pour se le dire entre nous, et pour se marrer, pour faire des jeux de mots, etc. Et très vite, Michel m'a beaucoup fait rire, il faut dire. Il m'a fait connaître très vite un certain nombre de choses que je connaissais pas, dont Maxime Le Forestier. Il avait sa guitare déjà. Bon, je pense que ça a été l'époque aussi des tout premiers joints. D'ailleurs, il n'arrivait pas à les rouler lui-même. Il était un peu maladroit. Donc c'était moi qui m'en occupais. Et puis, en fait, on s'embêtait au SPAC, à part qu'il y avait un curé, l'abbé Nardou, qui, hors de la connaissance de Michel, bien entendu, mais m'attirait le soir sous des prétextes quelconques dans son bureau et qui se gênait pas pour mettre sa grosse main comme ça dans mon slip, parce que j'étais déjà plus ou moins en tenue, prêt à aller me coucher, à me caresser les fesses et les couilles, euh, tout en fumant sa pipe avec ses dents complètement noircies de nicotine. Je me demande, il devait se laver les dents une fois tous les 5 ans. Je crois qu'il est mort en 94, un truc comme ça. J'ai regardé sur Internet. Enfin, ouais, ça, c'est pas bon. Alors, Michel passait pas à la casserole, lui, parce que je pense qu'il avait pas le profil. Il était déjà bien rebelle, plus costaud que moi. Donc, je pense que l'abbé Nardou n'a pas tenté euh, quelque action que ce soit vis-à-vis de Michel. Mais là, par contre, moi, j'étais un peu maigre, un peu efflanqué, un peu timide, un peu timoré, je manquais d'assurance, et donc je pense que je correspondais un peu au profil un peu idéal, entre guillemets, pour un prédateur, hein, comme l'abbé Nardou. Voilà. Mais enfin, à part ça, heureusement, il y avait Michel, avec lequel nous avions de très longues conversations, et puis très vite on s'est embêté au SPAC, on n'aimait pas rester dans nos chambres comme ça, de retour du lycée. Donc on s'est mis à sortir en ville, parce que pour nous, le plus important c'était la ville. La ville, ça c'était la vraie vie, le vrai lieu de vie, croisée du monde, etc. Or, Périgueux nous apparaissait évidemment comme une ville minable. On avait beaucoup de mépris pour Périgueux, avec toujours les mêmes rues, toujours plus ou moins les mêmes visages qu'on croise, etc. Donc notre point de ralliement, eh bien, c'était la gare qui était dans notre inconscient, comme c'est un petit peu le lieu du départ, où on pouvait aller ailleurs. On voyait des trains qui venaient de Lyon, qui allaient à Bordeaux, etc. Bon, donc très vite, on a découché, entre guillemets, parce que les portes du SPAC fermaient à 22 heures, donc normalement on ne pouvait plus ni sortir ni entrer à 22 heures.
Eh bien, nous, à ce moment-là, nous choisissions tous les deux de découcher. Alors, on partait avec la guitare de Michel et on allait errer dans Périgueux et notamment, on se retrouvait toujours, toutes les nuits, systématiquement, sur le banc devant la gare de Périgueux. On était tout seuls. On était tout seul jusqu'à 0h10. À 0h10, le dernier train Lyon-Bordeaux s'arrêtait, déversait quelques passagers, repartait et ensuite la gare fermait. Elle fermait jusqu'à 5h45. Donc de 0h10 à 5h45, on était devant la gare, sur un banc, toujours le même, exactement devant la gare, et on discutait, on fumait des cigarettes, on fumait très peu de shit à l'époque. Il jouait du Maxime Le Forestier, il m'apprenait quelques accords. On finissait par connaître les ouvriers du centre de tri qui était juste à côté de la gare et qui, lui, par contre, marchait toute la nuit. Mais ils étaient très occupés, bien entendu, ces gens-là, avec leurs sacs postaux, etc. Et on connaissait d'ailleurs un type qui s'appelait Michel QN, malheureusement, qui est mort depuis, qui a eu un itinéraire assez chaotique, mais qui a quand même été un peu, pas un ami, mais un copain à nous, qu'on appelait Cucu, qu'on a croisé beaucoup plus tard à Paris. Donc on passait nos nuits à la gare. Donc le matin, bon, on repassait pour faire peut-être 1 heure de sieste avant d'aller en cours, et puis ensuite, lui, il allait là où il était scolarisé, c'est-à-dire au lycée Lorgatet, qui était juste en face, et moi, je descendais et j'allais au lycée Bertrand de Born, où j'étais en seconde. Et alors, évidemment, on était complètement crevés, bien sûr, on ne dormait pas, on dormait 1 heure par nuit, à peu près. Donc, et en plus, on ne mangeait pas, parce que ça nous agaçait d'aller manger avec les curés et tout ça. On appelait ça pas bouffer, du verbe en un seul mot, pas bouffer. Je pas bouffe, tu pas bouffe, il pas bouffe, nous pas bouffons, vous pas bouffez, il pas bouffe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va pas bouffer, etc. Donc, non seulement on dormait pas, mais on ne mangeait pas. Donc, sans aucun produit psychotrope particulier, on finissait par avoir des sortes de... Enfin, moi, personnellement, j'entendais comme des chœurs, des chœurs, peut-être pas célestes, enfin, comme ça, dans les oreilles. On était dans un état second, voilà. Et puis, inévitablement, on s'endormait en cours. Je me souviens notamment d'une fois en chimie, en seconde, avec un professeur très sévère, où je me suis littéralement endormi pendant le cours. Je prenais des notes, n'est-ce pas? Et l'écriture, bien exactement comme dans les Monty Python, Sacré Graal, je crois. Enfin, je veux dire, l'écriture tombe, glisse, la plume s'arrête comme ça, je veux dire, plonge. Et il me fait réveiller quasiment en me tirant les oreilles. Bon. Puis Michel, de son côté, lui, ça devait être un peu pareil. Puis alors, il était très provocateur. Je me souviens d'une fois où il était arrivé au lycée Lorgatet, pieds nus, sans cartable, bien entendu, avec simplement la guitare sur l'épaule et une cigarette sur l'oreille. Pieds nus. Voilà. Donc, là, personne qui s'occupait, comment ça s'appelait à l'époque? La surveillante générale de Lorgatet, qui s'appelait Madame Arenzana, ça dira quelque chose à Ferraud, par exemple, ou à Pascal Coste. Madame Arenzana était furieuse, bien sûr, de voir arriver Michel, en général, et notamment ce fameux matin où il est arrivé pieds nus avec sa guitare et sa cigarette. Donc il était très provocateur. Moyennant quoi, avec sa guitare, sa connaissance parfaite déjà de Maxime Le Forestier, le flat picking de Roger Mason et Steve Waring, Daddy, des choses comme ça, et bien évidemment, en cours de récréation, il avait un succès considérable, avec son humour en plus, qui était tout à fait présent déjà à l'époque, à 15 ans, son humour
immédiat, du tac au tac, son sens de la provocation aussi. Enfin bref, il avait une cour autour de lui, notamment de filles, il faut bien dire. Hein, et il se gênait pas pour faire ses petites affaires, son petit commerce, si j'ose dire, avec ça. Il avait vraiment beaucoup de succès. C'était un garçon qui était très populaire. Alors gâté. Bon, moi, Bertrand de Born, moins, j'avoue. Mais enfin, j'avais une petite réputation quand même. Et alors, on faisait des bêtises. Outre le fait que nous passions nos nuits dehors, ce qui stupéfiait littéralement nos copains, qui eux étaient internes, qui allaient comment dire, au dortoir le soir. Hein, ils avaient des grands dortoirs de 40 lits en général, hein. Donc ils n'avaient rien à raconter. Alors que nous, on passait toute notre nuit en ville, on rencontrait des gens, y compris d'ailleurs des clochards. C'était pas un problème pour nous. Et alors une fois, j'avais un copain, un ancien copain des Zézis, je crois, qui s'appelait Guy Stoder. Et Guy Stoder, eh bien son père tenait le plus grand garage de camions, gros camions, les plus gros camions de l'époque, ça devait être des 35 tonnes, des 38 tonnes. Et Guy avait 16 ans, et nous, on avait 15 ans et demi, après 15 ans et demi, Guy avait 15 ans et demi, 16 ans maximum, donc il n'avait évidemment pas le permis, déjà voiture. Et un soir, on s'est dit, comme j'avais présenté Guy à Michel, on s'est dit, oh, ce soir, on va à Bordeaux. Parce que pour nous, Bordeaux, c'était la grande ville. Bon. Parce que nous, plus une ville était grande, plus elle était intéressante par définition. Donc, évidemment, l'idéal étant Paris, et encore mieux, peut-être New York. Mais bon, il fallait se contenter de Périgueux en général. Alors, on s'est dit, on va à Bordeaux. Alors, on prend un camion, un soir, sans la benne, naturellement, on prend que la cabine. Guy se met au volant, alors que... attendez, je ne sais pas si ça continue, là. Oui, ça continue. Guy se met au volant, alors qu'il avait 16 ans, qu'il n'avait pas le permis. Et nous voilà partis pour Bordeaux, ce qui est quand même à 120 km. Donc on part en camion, en cabine de camion à 3, tous les 3 comme ça, à 15 ans et demi, 16 ans, à Bordeaux. Bon, on arrive à Bordeaux vers 11h du soir. Puis bon, que faire à Bordeaux? Nous, on voulait aller à l'endroit le plus attrayant possible. Donc, il s'est passé 2 choses. D'une part, on a voulu voir l'aéroport de Mérignac. Donc, on s'est avancé devant le planton de l'hôtel de ville de Bordeaux. Il y avait un planton, un militaire, un gendarme, n'est-ce pas? Et Michel Grégoire a baissé la vitre et d'un ton assez condescendant a demandé l'aéroport, mon brave, au planton qui ne comprenait rien du tout, qui nous a indiqué la route qu'il fallait emprunter pour rejoindre donc l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. On a été à Bordeaux-Mérignac, évidemment il n'y avait pas d'avion, parce qu'en pleine nuit à Bordeaux, le trafic, c'est quand même pas, il n'y a pas grand-chose, donc c'était complètement vide. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un chat, parce que précisément il y avait un chat. La seule chose qu'on ait vue, c'est un chat. Voilà. Donc on a dit c'est pas terrible. Donc ensuite, on est parti en boîte de nuit. Alors je ne sais plus si c'était au Macumba ou au Pacha, parce que bon. On a garé le camion de 35 tonnes sur le parking de la dite boîte. On a réussi à entrer. Je ne sais par quel miracle, on a réussi à passer les portes. On est resté une demi-heure, on a dû boire un coup, et un seul. Et puis on est reparti sur Périgueux avec notre camion. Guy a soigneusement rangé la cabine du camion dans le garage comme si de rien n'était. Et ensuite, chacun de nous a rejoint son lycée pour reprendre les cours et raconter ça aux copains qui n'en revenaient pas, qui avaient presque du mal à nous croire. Si, on leur a dit, on a passé la nuit à Bordeaux. Là, on revient. Voilà, ça c'était la première anecdote. C'était les tout débuts avec Michel Grégoire.
Et alors, on avait Michel et moi, je sais pas pourquoi, parce que nos copines, à l'Orgaton, on avait des copines internes, n'est-ce pas, qui étaient internes, notamment Véro, Pascal Coste et d'autres. Peut-être, je ne sais pas, peut-être Anne-Marie Siméon, je ne me souviens plus exactement qui il y avait. Et alors, pour leur prouver, parce qu'elles étaient dans le dortoir, qui donnait sur la rue, enfin sur l'avenue, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'avenue de Paris, je crois, pour leur prouver qu'on était bien dehors, bien libre, eh bien, on criait de concert, lui et moi, tous les soirs, en passant, ensuite en revenant vers 2, 3 heures, 4 heures du matin, on criait « Pigeon !» très fort, comme ça. Donc les filles savaient qu'on était dehors. Voilà, c'était la première anecdote, et il y en aura d'autres. Je vous remercie.